Très bien, merci beaucoup. Merci d'abord Stéphanie pour la présentation de la première partie et surtout de l'historique qui a présidé à l'élaboration de la réforme de l'UTR. Je salue bien sûr Nicole, mes deux collègues avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce rapport et l'ensemble des collègues qui assistent ainsi que leurs collaborateurs à la restitution de ce rapport. Moi, je vais vous parler en quelques instants non pas de ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais de ce qui va et continue déjà de se passer pour les futurs retraités. Une fois qu'on aura, et c'est ce que Stéphanie a rappelé, bien compris que la réforme de l'ITR, qui a été donc maintenant adoptée il y a plus de 13 ans, a, si je dois résumer les choses, totalement atteint les objectifs qui lui étaient fixés. C'est une notion très importante à intégrer. Les parlementaires, le gouvernement en 2008 avait pour objectif de supprimer l'effet d'aubaine que le dispositif créait, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et Stéphanie l'a détaillé, par l'instauration d'une surpension, d'une pension complémentaire pour des personnes qui n'avaient parfois jamais été dans les territoires concernés. Et comme Stéphanie vient de l'indiquer, aujourd'hui, les chiffres sont présents pour le confirmer. Non seulement le nombre de bénéficiaires a cessé d'augmenter dans des proportions qui avaient été rappelées tout à l'heure, de parfois un multiple de 3 en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, les bénéficiaires sont stables. Par ailleurs, le coût a baissé, ça vient d'être indiqué. En quelques années, en une dizaine d'années, le coût a déjà baissé de 15%. Et puis, plus rapidement, les modalités d'attribution de l'ITR ont été beaucoup changées, avec notamment l'obligation pour ceux qui souhaitent en bénéficier d'avoir auparavant, durant leur carrière, travaillé dans ces territoires pendant au moins une quinzaine d'années ou d'y détenir les CIMM, leur centre des intérêts matériels et moraux. Donc, il n'y a plus du tout de fonctionnaires d'État qui peuvent saisir une opportunité de passer une retraite avec une majoration d'ITR sans lien avec ces territoires. Donc, une fois que j'ai dit ça, que l'effet d'aubaine étant dorénavant derrière nous et que donc les objectifs de la réforme ayant été atteints, je vais rentrer dans les effets que pourtant cette réforme continue d'avoir et sur quel public cette réforme continue d'avoir et de produire des effets dévastateurs. D'abord, je voudrais rappeler simplement que lorsque l'on part à la retraite, on calcule assez régulièrement ce qu'on appelle un taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage du revenu d'activité que représente la pension que l'on finit par toucher une fois à la fin de notre service actif. Ce taux de remplacement, il est classiquement, à la fois en Europe d'ailleurs et en France, situé aux alentours de 60 à 65%, que l'on soit dans le public ou dans le privé. C'est un taux de remplacement moyen. Avant que la réforme de l'ITR n'existe, grâce à ce dispositif, le taux de remplacement était plutôt compris entre 71 et 76%, donc à peu près 10 points au-dessus du taux de remplacement moyen. Et certains pouvaient considérer effectivement que ce taux de remplacement était trop élevé. Grâce à un rapport qui a été demandé par le gouvernement polynésien et qui a été rendu l'année dernière, il y a eu un certain nombre de simulations qui ont pu être effectuées sur des cas de fonctionnaires pour comparer le montant de la pension qu'ils percevraient si l'ITR existait encore, et puis quel montant ils percevront lorsqu'ils partiront à la retraite. Donc, on a, dans le rapport, illustré ces calculs avec 6 cas pratiques de fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C, qui partiront, enfin le premier est déjà parti cette année, et qui partiront entre 2027 et 2035. Les résultats de toutes ces simulations montrent que le taux de remplacement va passer d'entre 71 à 76 à 41 ou 43% du revenu d'activité. Donc, je rappelle que la moyenne, c'était 60 à 65 en métropole. Eh bien, à la fin de la réforme, ce sera 41 à 43% pour les fonctionnaires qui prendront leur retraite dans ces territoires. Ça représente, Monsieur le Président, mais vous calculez plus vite que nous, ça représente 42% en moyenne de baisse de la pension entre avant la réforme et après la réforme. Autrement dit, en 2028, la réforme aura généré une perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires
équivalente à 40% par les calculs et les simulations qui ont été effectués. Lorsque l'on creuse un peu plus, on se rend compte, et ça a été dit dans votre introduction, que certains fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires de catégorie C, qui ont les pensions les plus faibles et qui, pour certains, n'ont pas de carrière complète, puisque les chiffres que j'ai indiqués sont uniquement ceux qui ont une carrière complète à valider, il y a certains de ces fonctionnaires vont partir avec un niveau de retraite tellement faible qu'ils vont malheureusement pouvoir être éligibles au minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, je le rappelle, qui est d'environ 900 € en métropole, est moins élevé dans les territoires du Pacifique que sont la Polynésie française, Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie, où ils sont aux alentours de 700 € pour la Polynésie et 770 € pour la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui est le plus important et le plus frappant pour un certain nombre de fonctionnaires qui commencent à prendre conscience des effets de cette réforme, c'est que nous allons donc nous trouver devant des fonctionnaires à qui il sera obligatoire de se rendre dans les services sociaux pour toucher un minimum vieillesse parce que leur retraite aura été calculée avec une baisse, une perte de leur pouvoir d'achat aux alentours de 40%. Et donc, il suffit simplement d'avoir ça en tête pour imaginer, et c'est un terme que nous avons utilisé dans le rapport, l'effet de précarisation que la poursuite de la réforme de l'ITR a sur certaines catégories de fonctionnaires et globalement, la baisse qui est considérée comme insupportable par ces fonctionnaires de plus de 40% du pouvoir d'achat qui serait le leur sans cette réforme. Je voudrais, sur ce point-là, avant de passer à la suite, rappeler aussi que dans nos territoires, mais nous le savons, Monsieur le Président, et mes collègues le savent aussi, le poids des retraités dans l'économie locale n'est pas négligeable. Soit parce que c'est le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a un poids de la fonction publique qui est important, il est à peu près de 49%, donc nécessairement on a beaucoup de retraités de la fonction publique qui ensuite participent à l'économie locale, soit parce que dans notamment la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, dans le Pacifique, mais à La Réunion aussi et à Mayotte, on sait que les retraités sont aussi un soutien important aux familles et disposent d'un pouvoir d'achat dans des territoires où le taux de chômage est plus élevé qu'en métropole. Donc, baisser le pouvoir d'achat de ces retraités, c'est aussi mettre un coup à la fois au soutien familial qu'ils représentent, aux économies locales et finalement à l'ensemble des territoires qui sont aujourd'hui concernés par l'ITR. Ce que je voudrais également signaler, pour rappel, mais nous le savons tous, c'est que nous avons dans tous les territoires visés par l'ITR un coût de la vie qui est plus élevé qu'en métropole. Alors c'est une surprise pour personne, mais dans le rapport le rappelle, à La Réunion, à Mayotte, les dernières statistiques à disposition indiquent que le coût de la vie global est 6 à 7% supérieur à celui de la métropole, 42% pour les prix de l'alimentation. Dans les territoires du Pacifique, l'écart est beaucoup plus important, où en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, le coût de la vie est entre 33 et 38% au global supérieur à celui de la métropole et 73% de l'alimentation. Ce que je voudrais aussi indiquer, parce que ces chiffres-là sont bien sûr parlants, mais il faut faire part de certains témoignages qui nous ont tous les trois assez bouleversés, notamment, pas seulement, notamment ceux de fonctionnaires en activité qui, une fois que leurs calculs ont été faits, nous ont indiqué que si c'était le niveau de pension auquel ils allaient parvenir, ils devraient quitter leur île pour aller vivre en métropole, là où un niveau de pension tel qu'il sera servi est un peu plus en adéquation avec le coût de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que cette réforme, dont les effets se poursuivent, est susceptible d'aller jusqu'à obliger des personnes qui sont originaires de ces territoires ou qui se sont durablement installées à quitter ces territoires pour venir vivre en métropole, c'est-à-dire l'effet inverse à l'effet d'aubaine qu'avait créé la réforme, où là, on avait des fonctionnaires qui étaient des fonctionnaires de métropole qui profitaient de ce système pour venir passer leur retraite dans les îles. Donc, on n'est pas, et c'est très important de l'avoir en tête maintenant, sur un public bénéficiaire de l'ITR qui a fait un choix d'opportunité de vivre dans nos territoires, mais on est sur un public de fonctionnaires
qui soit en sont originaires, soit s'y sont installés depuis très longtemps, disposent de leur CIMM et pour lesquels ce choix-là est un choix de vie, un choix naturel. Voilà, je voudrais passer maintenant à une étape, et ce sera ma dernière partie, importante du rapport, je crois, pour bien toucher du doigt la réalité humaine que cette réforme va avoir et ce qu'elle représente déjà sous la forme d'un sentiment à la fois d'injustice et une incompréhension assez forte de la part de nos interlocuteurs, de ceux que nous avons eu l'occasion de rencontrer, qui finit par se transformer en ressentiment, peut-être pour certains en colère, à l'égard d'un système qu'ils ne comprennent pas ou d'une réforme qu'ils ne comprennent pas. Si je résume donc, aujourd'hui, nous avons une réforme de l'ITR qui va toucher exclusivement des agents qui sont étrangers à sa raison d'être, puisque il n'y a plus d'effet d'aubaine. Et que nous allons, avec les effets que je viens de décrire et que Stéphanie a rappelé aussi, générer des pensions moins élevées qu'en métropole, dans des territoires où le coût de la vie est plus élevé qu'en métropole. C'est ce que certains de nos interlocuteurs appellent la double sanction. Et à partir de ce constat chiffré, il y a une série d'incompréhensions qui se sont révélées à la suite de nos auditions. La première incompréhension, eh bien, c'est d'être ceux qui vont pâtir d'une réforme à cause d'agents, de fonctionnaires qui en sont à l'origine, mais qui ne sont plus visés puisqu'il n'y a plus d'effet d'aubaine. Donc, il y a une première incompréhension. Certains ont utilisé le terme, nous l'avons repris dans le rapport, de profiteurs, qui avaient utilisé la réforme de l'ITR à leur profit, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout concernés par les effets. Et les seuls qui le sont aujourd'hui, ce sont des agents, futurs retraités, qui sont totalement étrangers à ceux qui ont motivé cette réforme. La deuxième incompréhension, c'est que dans nos territoires, il existe aussi parfois des fonctions publiques territoriales propres. C'est le cas en Polynésie française, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie notamment. Les agents, les fonctionnaires de l'État travaillent parfois, c'est le cas dans l'enseignement en Nouvelle-Calédonie, aux côtés de fonctionnaires territoriaux. Et donc, nous avons des fonctionnaires d'État, par exemple enseignants, qui travaillent aux côtés de fonctionnaires territoriaux enseignants, qui voient, pour les premiers cités, les effets de la réforme que je viens de décrire arriver, pendant que leurs homologues territoriaux, eux, n'ont pas de modification de leur régime de retraite, et ça génère naturellement un sentiment d'incompréhension. Le troisième sentiment d'incompréhension est aussi important, puisque avant d'être à la retraite, on est fonctionnaire. Et aujourd'hui encore, et c'est très bien ainsi, l'État continue de prendre en considération le coût de la vie lorsqu'il rémunère ses fonctionnaires qui sont en poste dans nos territoires. Ça se traduit de différentes manières, au niveau d'indexation, d'indemnité, de primes, peu importe, mais l'État a bien intégré le fait qu'en évoluant dans un environnement économique où le coût de la vie est très élevé, il est nécessaire et naturel de rémunérer un peu plus ses fonctionnaires. Mais donc, il est incompréhensible de moins servir de pension de retraite lorsque ces fonctionnaires finissent leur activité. Et puis, enfin, et je terminerai là-dessus, il y a une incompréhension et pour certains, notamment certaines organisations syndicales, un peu de colère au rappel des engagements initiaux qui n'ont pas été tenus, mes chers collègues, par le gouvernement initial et l'État, je dirais, de manière globale, au moment de l'adoption de la réforme en 2008 de l'ITR. Il y a deux engagements essentiels qui n'ont pas été tenus. Le premier était que, pour permettre l'adoption de la réforme en 2008, le ministre des Outre-mer, Yves Jégo, avait convenu avec les organisations syndicales et les territoires qu'un groupe de travail allait se mettre en place afin de créer un système de compensation ou un régime alternatif à l'ITR, parce que chacun comprenait qu'il allait y avoir des effets qu'il était nécessaire d'anticiper. Là, nous sommes en 2008, au moment de la réforme, et cet engagement est pris. Il est rappelé dans le rapport par Stéphanie, Nicole et moi-même. Il est tenu donc par le ministre des Outre-mer, et de groupe de travail, il n'y en a pas eu. Et il y a même eu un rapport qui a été rendu en 2010, moins de 2 ans après l'adoption de la réforme, qui a conclu à l'inutilité de lancement, de réflexion sur un régime alternatif.
J'espère avoir démontré, comme Stéphanie l'a fait et comme Nicole va le rappeler aussi, que ce rapport a conclu probablement trop hâtivement sur l'inutilité d'engager un régime alternatif. On voit maintenant les effets que cette réforme continue et la poursuite de cette réforme continue d'avoir. Donc, il n'y a pas de système de compensation aujourd'hui. C'était le cas c'était une demande de la part des organisations syndicales et qui ont nourri un certain nombre de propositions, mais ce sera repris en grande partie par Nicole. Et enfin, un deuxième engagement qui n'a pas été tenu, c'est celui que le bénéfice financier tiré de la réforme de l'ITR, puisque le coût de l'ITR est censé diminuer, bien que ce bénéfice aille et revienne au territoire concerné. Et là, il n'y a pas besoin de long développement. Il est évident, constaté et su de tous qu'aucun bénéfice, par exemple, de la diminution du coût de 320 millions d'euros à 280 millions d'euros, aucun euro n'est retombé dans les budgets de ces territoires. Donc, voilà, Monsieur le Président, je vais en conclure pour céder la parole maintenant à Nicole, simplement en vous disant que nous avons tous les trois, dans l'ensemble de nos auditions d'abord, puis lors du déplacement en Polynésie française, pu mesurer véritablement, au-delà des chiffres, la grande inquiétude, la très grande inquiétude qui est l'incompréhension et le ressentiment et parfois la colère de fonctionnaires qui n'arrivent plus à comprendre la raison d'être de cette réforme, ce qui motive l'ensemble de nos recommandations. Je vous remercie.